Troisième question. Vous avez vu les deux premières, on parle. Un peu. Donc, troisième question, c'est famille et soins. Ça tombe bien. C'est comment les familles et les professionnels de soins. Alors, professionnels de soins, c'est soins au sens large du terme. C'est psychologues, pédopsychiatres, médecins scolaires et toutes les autres personnes qui apportent du soin aux personnes peuvent collaborer pour accompagner un jeune en situation, j'aime bien, empêchement scolaire. J'aime bien. Je le préfère à refus. D'empêchement scolaire, anxieux. Quels sont les bons réflexes et éventuellement les erreurs qu'il faudrait qu'on évite de faire? Vous voulez commencer, mesdames? Peut-être commencer, oui. Madame Combe. Alors, je parle de ma propre expérience, mais aussi de l'expérience de nombreuses familles que j'ai pu écouter ou dont les témoignages me sont remontés. Je dirais, l'idéal, ce serait qu'on ait rapidement accès à un médecin généraliste qui comprenne au moins la base de ce que c'est que sont ces troubles anxieux, parce que c'est souvent au pluriel. Moi, je prends l'exemple de ma médecin généraliste, ne connaissait pas. Au tout début de la phobie scolaire de mon fils, elle m'a dit mais il va se désocialiser, il faut quand même qu'il y arrive un peu. Elle lui faisait, c'était pas la morale, mais enfin elle essayait de lui faire entendre ça. Au bout de 5 ans, toutes les deux, on avait intégré la feuille de route de l'association phobie scolaire. Donc elle a appris avec moi. Donc je suppose qu'il y a pas mal de médecins généralistes encore qui n'ont pas suffisamment de sensibilisation au sens connaissance de base. Nous, dans notre feuille de route, on dit il faut l'arrêter 2-3 semaines au moins complètement pour faire baisser l'anxiété et voir qu'est-ce qu'on arrive à comprendre qui se passe. Et puis après, on orientera différemment un enfant qui peut encore accéder aux apprentissages à la maison, mais c'est le seul fait d'être dans le lieu de l'école qui est stressant. On ne va pas proposer la même chose qu'à un enfant qui, même à la maison, n'arrive plus à se concentrer, à apprendre, par exemple. Et donc ça permet déjà de faire un petit peu de... je dirais, sachant qu'en France, alors j'ai été une journée sur la santé mentale avec le professeur Pellissolo, qui est le chef de service de psychiatrie de Créteil dans le Val-de-Marne, un gros service, qui disait la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine en France, et la pédopsychiatrie, c'est le parent pauvre de la psychiatrie. Donc les déserts médicaux, enfin, je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais en France, c'est un gros problème. D'où le fait d'essayer, ça serait un souhait que la première ligne, le premier point d'entrée soit plutôt le médecin traitant généraliste. De même, au niveau santé scolaire, l'idéal, ce serait que les infirmières scolaires, les médecins scolaires ou les psychologues scolaires, en fait, ces personnes qui sont au sein de l'institution école, mais qui ont un pied côté santé, soient aussi sensibilisés et comprennent. Alors il y en a de plus en plus, mais on n'est pas encore à 100%, loin de là, parce que c'est compréhensible par ailleurs, mais un parent qui va donner des leçons à un enseignant, c'est difficile à recevoir quand on connaît plus la phobie scolaire que l'enseignant. Si ça passe par un tiers qui est professionnel de santé, qui saura peut-être trouver d'autres mots et qui est plus apaisé, ça peut être plus constructif. Et moi, je me rappelle encore, j'ai eu il y a quelques mois au téléphone une infirmière scolaire dans un établissement privé à Paris, un lycée, et j'ai sensibilisé 30 infirmières scolaires de collège et lycée dans l'Essonne, à peu près dans les mêmes périodes, il y a 6 mois. Mais remonter, la phobie scolaire, c'est un effet de mode quand même, c'est facile, quand il y en a un qui ne vient pas, les autres, ils trouvent la phobie scolaire pour venir. Donc quand même ces personnes référentes qui devraient être les premières référentes pour prendre en compte les souffrances de l'enfant, n'ont pas la connaissance ou sont dans des préjugés, je dirais. Voilà, il y a des choses améliorables, je dirais. Après, quelque chose, alors je vais peut-être choquer ou heurter, mais j'aime bien dire les choses aussi. Alors, en France, en tout cas, peut-être un peu plus dans le public que dans le privé, mais ça, c'est qu'une intuition personnelle et je n'en ai pas la preuve. On a quand même encore beaucoup de professionnels de la santé, surtout des générations plus anciennes, qui ont été très marqués par la psychanalyse et les dérivés les pensées issues de la psychanalyse,
et qui sont de temps en temps contre-productifs pour le soin anxieux. Les choses qu'on retrouve, que les familles retrouvent, moi la première, j'ai été dans un centre public, un CMP, la phobie scolaire, c'est quand même la mère qui est trop fusionnelle avec l'enfant. L'anxiété de séparation, nous, ce qu'on dit, c'est pas la cause, c'est plutôt la conséquence. L'enfant va pas bien, il se rapproche des personnes en qui il a confiance. Il peut y avoir dans très peu de cas que ce soit la cause, mais c'est pas la grande majorité. Et moi, je sais que la psychiatre en CMP a commencé à me poser des questions dans ce sens-là, et elle a eu l'intelligence de s'arrêter quand je lui ai dit que mon fils était parti 15 jours en colonie avec sa sœur 2 mois avant. Donc, y a des fois où c'est pas le cas. Donc, il y a une compréhension quand même, et c'est complexe, et effectivement, qu'est-ce qu'est la cause, qu'est-ce qu'est la conséquence, qu'est-ce qu'est le déclencheur, c'est pas facile à connaître. Et puis, oui, qui serait aidant ou qui l'est quand ça l'est, c'est que effectivement on essaye chacun de se comprendre et pas de se juger a priori. Moi, une fois, dernier exemple, mon fils allait très mal. J'avais réussi à avoir un rendez-vous à l'hôpital de Créteil, voir des pédopsychiatres, pour l'amener. Alors lui, c'est le matin, quand il se levait de son lit, il n'arrivait pas à se lever, il se contractait tellement les mollets qu'il hurlait de douleur. J'avais réussi à le mettre dans la voiture. Alors effectivement, j'avais mis la console de jeu. Alors le papa fait des jeux aussi, donc la console de jeu de l'enfant ne marchait pas. J'avais donné celle du papa. Il avait joué jusque devant le pédopsychiatre. Il n'a rien dit, c'est moi qui ai parlé. Et les pédopsychiatres m'ont dit devant moi, en rigolant, « Ah, c'est la console du jeu, le papa joue aussi au jeu. » Sous-entendu, le papa n'est pas assez autoritaire. Et ils ont fait une lettre à ma médecin généraliste qui me l'a lu en disant la maman est trop présente, elle prend tout le temps la parole. Ben, autant vous dire qu'on n'est pas revenu les voir et c'est pas eux qui nous ont aidés. Donc c'était juste pour donner quelques. Alors je dis pas que tout le monde soit comme ça, et c'était je sentais pas de la mauvaise volonté ou de la méchanceté. Enfin, il y avait des problèmes d'incompréhension. Voilà. Juste un mot sur la psychiatrie. Les psychiatres ont beaucoup évolué depuis la psychanalyse dont vous parlez. Je ne les défends pas, ils sont capables de se défendre, mais je pense qu'il faut trouver son bon praticien avec la bonne technique. Et moi, le retour que j'ai de tous les usagers de la santé mentale et de la psychiatrie, c'est ça, c'est qu'il faut passer sur plusieurs praticiens pour trouver le bon, pour être entendu en fonction des techniques qu'ils offrent. Voilà. Alors, à Paris, pour avoir un rendez-vous en psychiatrie, même pas forcément en pédopsychiatrie, quand vous êtes très chanceux, c'est 6 mois, ça peut être 1 an et demi. Moi, quand mon fils avait 10 ans, c'était 1 an et demi quand on était déjà suivi par le psychiatre. Il ne prenait pas de nouveaux patients, de nouvel enfant. Donc j'entends ce que vous dites, mais il faut mettre ça en parallèle. Il y a les contraintes. Hier, j'étais dans l'unité de consultation de l'EPSM à Reims, et la secrétaire répondait à une patiente au téléphone qui disait qu'il n'y avait pas de place dans tel CMP et qu'il fallait passer par les urgences. Voilà. On a beau être dans la Marne et avoir beaucoup de médecins psychiatres, plus qu'ailleurs, il y a quand même des délais qui sont extrêmement longs. Je pense que dans Belgique, ça doit être pareil. Si vous voulez en dire un mot, docteur Thiel. Oui, c'est sensiblement pareil à ce que vous vivez. Mais je reviens à votre témoignage qui m'a beaucoup touché, parce que, bien sûr, vous parlez en tant que maman. Et je pense vraiment quelque chose contre lequel on doit lutter énormément en tant que soignant, c'est justement la question de la stigmatisation des parents. Mais lutter contre la stigmatisation des parents qui seraient responsables du trouble de leur enfant, un peu comme si un parent se réveillait en faisant des bonds de joie parce que son ado ne va plus à l'école et est très mal. Bon, je pense qu'il faut être sérieux, et la stigmatisation, la culpabilisation des parents, la suspicion aussi, dont vous avez témoigné, ne fait pas du tout avancer le schmilblick, au contraire. C'est une énergie négative contre laquelle, en tant que soignants, nous devons lutter. Mais pour lutter contre cela, encore faut-il être conscient des ressorts qu'il y a là derrière. Et moi, je pense que dans beaucoup de situations, beaucoup de soignants, se sentent impuissants dans des situations de phobie scolaire, face à des jeunes,
je le disais tout à l'heure, qui parfois ne sont pas demandeurs de venir à un entretien pédopsychiatrique ou autre, ou quand ils viennent, sont tellement infiltrés par toutes sortes d'angoisses qu'ils ont même du mal à répondre à nos questions. Hein. On a tous en tête ces jeunes qui vont nous répondre par, je sais pas, oui, non. Alors en Belgique, la mode est aux longs cheveux chez les jeunes filles, c'est magnifique évidemment, mais ça crée un rideau capillaire aussi, qui ne nous permet même plus de voir le non-verbal de certains jeunes. Hein. Et donc je pense qu'on doit se redéfinir, nous, en tant que soignants, et nous dire, mais qu'est-ce qu'on fait de cette impuissance de soignants ou de médecins à rescolariser à tout prix un jeune en phobie scolaire. Bon. D'abord, peut-être faudrait-il être bien au clair que l'objectif n'est pas la rescolarisation à tout prix. Que c'est la cerise sur le gâteau, je dirais. Mais qu'avant tout, il faut d'abord réfléchir aux ingrédients du gâteau et à comment on peut collectivement fabriquer ce gâteau pour qu'il y ait une cerise qui puisse se mettre dessus, éventuellement. Hein. Et puis, je pense qu'on doit aller du côté aussi de nos émotions de soignants. Qu'est-ce qu'il y a comme émotion qui me dicte là dans cette stigmatisation des parents, dans ce rejet des parents? Hein, est-ce que j'ai des peurs en tant que soignant? Est-ce que j'ai peur que ce jeune, finalement, se dégrade, soit suicidaire, voilà, que je sois responsable de la mort de ce jeune? Est-ce que j'ai de la tristesse parce que je perçois que ce jeune a plein de potentiel, ses parents me le décrivent comme un jeune extraordinaire, avec des talents, avec une intelligence, une sensibilité, peut-être trop de sensibilité, mais en tout cas. Et donc, je peux être gagné par la tristesse en tant que soignant face à cela et me dire, mais quel gâchis. Hein. Je peux aussi être animé par de la colère. Et moi, je l'ai parfois été contre certains jeunes. Alors, j'ai essayé de leur exprimer de manière acceptable. Voilà qu'on organise plein de choses. On va dans des réunions dans les écoles, on se déplace en tant que pédopsychiatre, on accueille les parents, on définit quelque chose, on se dit, mardi matin, tu iras peut-être 2 heures à l'école, le jeune est d'accord, il y a un éducateur qui est là pour l'accueillir, par l'entrée des artistes, pour qu'ils ne doivent pas traverser toute la cour de récréation, et puis il n'est pas là. Bon, j'ai passé des heures et des heures en tant que soignant, et les parents aussi, pour finalement un résultat qui me met de nouveau face à mon impuissance. Et je pense que quand on ne décode pas ces émotions en tant que soignant, mais je pourrais le dire aussi par rapport à d'autres adultes, les enseignants et même les parents eux-mêmes aussi, eh bien on risque de faire des passages à l'acte. Et un des passages à l'acte pour moi, c'est la stigmatisation des parents qui est contre-productive. Donc il faut vraiment lutter contre cette stigmatisation. Alors, je ne fais pas partie des pédopsychiatres qui rejettent massivement la psychanalyse. Dans ma génération, c'était une des thérapies les plus courues. Hein. Donc, je me suis formé évidemment là-dedans, mais j'ai très vite réalisé les limites aussi de la psychanalyse. Et donc, sans rejeter tous les outils analytiques, et je pense qu'il faut faire feu de tout bois aussi, y compris dans le domaine des soins, moi, je me suis formé d'abord à la thérapie familiale, et puis je me suis formé à l'EMDR, hein, qui est quand même un outil qui redonne de l'espoir aussi aux jeunes dans la gestion de leur stress. Alors une fois qu'on a dit ça et qu'on est dans une logique, en tout cas qu'on essaye de garder le cap, de tenir le gouvernail en tant que soignant, je ne vais pas stigmatiser les parents, même dans des moments de découragement de soignants. Je vais m'interdire de cela et je ne vais pas autoriser que dans mon équipe on soit envahi par ça. Hein. Une fois qu'on a dit ça, on peut construire un partenariat intéressant avec les parents. Et je ne vais pas tout détailler parce que c'est aussi quelque chose qui se construit petit à petit, mais on peut se dire aussi dans ce partenariat comment on va laisser une place aux parents, les rencontrer régulièrement, aborder le quotidien avec les parents. Alors le quotidien, c'est par exemple quand il ne va pas à l'école, qu'est-ce qu'il fait à la maison ? Quand est-ce qu'il se lève, quand est-ce qu'il va dormir, le rapport aux écrans, est-ce qu'il faut que je limite pas, comment laisser une place juste des écrans pendant la journée, les petites tâches du quotidien. Alors l'idée n'est pas de faire de la jeune phobique scolaire une sorte de Cendrillon domestique
qui va devoir nettoyer la maison de la cave au grenier pendant que les parents travaillent, mais quand même, entre cet extrême-là et être complètement absent à la vie de la maison, peut-être qu'il y a un entre-deux avec la créativité des parents qu'on peut soutenir aussi. Les petits projets, les micro-projets que les parents peuvent mettre en place et qui remobilisent, qui remettent de la vie. Et là, il y a énormément de bonnes idées de parents. Aménager un potager où le jeune vient travailler un tout petit peu au fond du jardin, participer à une opération propreté dans le village pour ramasser des canettes dans les fossés pendant 1 heure. Enfin, il y a plein de projets que les parents peuvent mettre en œuvre, mais encore faut-il qu'ils soient soutenus dans leur créativité et reconnus dans leurs ressources. Voilà. Et alors, bon, je vous l'ai dit, moi, mon équipe est un peu plus spécifique parce qu'elle s'occupe majoritairement de jeunes en phobie scolaire avec une phobie sociale et un repli social prolongé. Donc là, la question qui s'est posée, puisque ça fait une dizaine d'années qu'on s'occupe de cette population, c'est que le jeune ne se déplaçait pas pour venir en consultation. Moi, j'avais appris à 25 ans, quand je me formais à la psychothérapie, qu'il fallait attendre la demande du jeune. Bon, j'ai bien changé mon fusil d'épaule. Je suis devenu beaucoup plus proactif. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas le désir du jeune et de sa famille, mais je vais être insistant autrement. Je vais aller à domicile. Je vais lancer des perches par Messenger. Je vais faire des entretiens où des jeunes sont enfermés dans leur chambre. Je suis de l'autre côté de la porte avec les parents et on se parle par Messenger alors qu'on est à 3 mètres l'un de l'autre. C'est un côté un peu absurde parfois, mais parfois le jeune ouvre la porte en disant « mais c'est ridicule ». On est à 3 mètres et écoute, bienvenue, il y a une chaise vide, tu peux t'installer et on va continuer l'entretien ensemble. Donc il faut une proactivité avec ce type de situation. Ça prend du temps, il faut constituer une équipe aussi qui est dans cette logique-là. Et petit à petit, sans avoir l'obsession de la rescolarisation à temps plein, on recrée des espaces de vie grâce aussi au partenariat avec les parents. Donc il est essentiel de prendre du temps pour le construire. Docteur Brûlé, vous vouliez intervenir pour rajouter... Mais c'était ça en fait, c'était que en fait quand le patient et les parents arrivent dans le cabinet, en fait, faut pas de préjugés, il faut plutôt essayer d'aller voir, essayer de comprendre en fait que ça va être nos futurs alliés, parce qu'effectivement, si c'est je vous donne mon enfant, il va mal, j'espère que dans 6 mois, 1 an, il va aller mieux. Faites ce qu'il faut faire, ça va pas marcher. On ne peut pas faire de miracle. Par contre, on sait qu'à partir du moment où on voit une famille qui sait écouter l'enfant, qui a des ressources et qui va vous suivre dans ce que vous allez proposer et qui va amener également des propositions, eh ben on sait qu'en fait, les chances de retour à l'école, de mieux-être, de baisse d'anxiété vont être élevées. Et ça, c'est vraiment comme ça qu'il faut le percevoir. Je trouve qu'on rencontre la première fois l'environnement du patient. Madame Guichard. Alors, moi, je me souviens d'une anecdote encore, familiale cette fois. En fait, mon fils pleurait. Il ne voulait plus aller à l'école, mais il ne voulait plus non plus aller au foot, alors qu'il adorait ça. Et mon mari le regarde et lui dit « L'école, c'est fini, mais le foot, il faut que tu y ailles. » Et à partir de là, il a continué à aller au foot. Alors, ce qui était bien sur un terrain de foot, c'est qu'il pouvait se mettre loin des autres, parce qu'il y en avait quand même qui étaient à l'école avec lui. Donc il y avait ce regard. Et tout doucement, en fait, on a recréé justement des espaces de vie et de liens sociaux, en faisant, alors c'est les anecdotes APS, parce que j'ai eu beaucoup de soutien pendant ces temps-ci, où justement je l'emmenais avec 2 copains au McDo, et j'étais toute seule avec mon petit sandwich, et lui mangeait avec 2 copains, pour qu'on puisse justement garder un petit lien. Alors moi, j'ai eu de la chance, par contre, c'est qu'il arrivait à sortir de la maison encore un peu et qu'on a réussi à tenir ça. L'exemple aussi des jeux vidéo, c'était quelque chose de compliqué quand même quand vous partez toute la journée au travail et que vous ne savez pas trop ce qu'il va faire. Donc la journée, on avait convenu d'un cadre, c'est-à-dire que le matin, il était obligé de se lever en même temps que nous pour déjeuner, simplement déjeuner.
ensuite ils pouvaient se recoucher. Et les jeux vidéo, eh bien en fait je partais avec la console dans le coffre de la voiture. Et ils n'avaient le droit de jouer que quand justement les copains sortaient de classe. Et là ils recréaient ce lien avec eux. Voilà. Ça veut dire qu'en fait vous gardez, en termes d'hygiène de vie, vous gardez des horaires adaptés à ce que vivent les autres. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir un enfant décalé que quand il se lève à 23h le soir et qui vit la nuit, il rencontre personne. Il faut également maintenir des activités pendant la journée, c'est-à-dire que il nous faut faire du sport, il faut aussi, il y avait de la musique ou d'autres activités, commencer en amont, si c'est possible, les continuer pour maintenir le lien social. Et puis en fait, hormis aller physiquement à l'école, on essaye de maintenir au maximum les choses. Et effectivement, parfois, il y a des parents qui ne peuvent pas s'absenter du travail. Des fois, ça désorganise vraiment au niveau de la famille. Et quand l'enfant il reste tout seul à la maison, c'est hors de question qu'il se lève à midi et qu'il passe toute la journée devant les écrans. Ça veut dire que ça, dans le cadre de la thérapie, en fait, on sait que ça, c'est quelque chose qui va vraiment nous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Première chose, c'est on régule l'hygiène de vie. Toute petite, madame Combe, parce que vous avez plus de temps. Une dimension aussi à ne pas sous-estimer, c'est que le jeune se rend bien compte des problèmes qu'il crée à sa famille, et donc il culpabilise encore plus, et il a soif, mais il n'ose pas le dire, d'utilité sociale. Je me rappelle un jeune, en fait, il a pu aider sur écran à gérer les saisies d'adhérents d'une association, et il a dit, mais enfin, ça faisait plusieurs années qu'il était en phobie scolaire, enfin je me sens utile pour la société. Et je propose une petite... Dans le public, est-ce que quelqu'un a une question? Ah bah oui. Bonjour, je suis étudiante en 3e année de psycho et tout à l'heure on parlait des troubles neurodéveloppementaux qui, je suppose, constituent un facteur de risque pour le refus scolaire anxieux. Et on parle beaucoup des adolescents et des présados, mais ça se détecte également chez les enfants qui sont à l'école primaire. Comment prendre en charge les troubles neurodéveloppementaux, par exemple la dyslexie, et en même temps faire attention à ce que l'enfant ne présente pas un refus scolaire anxieux plus tard? Alors, tout ce qui va être de l'ordre de la dyslexie, donc le trouble spécifique du langage écrit, ça va être les orthophonistes en fait. D'accord ? Nous, en tant que psychologues, ce qu'on peut faire comme hypothèse diagnostique ou écarter comme diagnostic, ça va être le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TSA, trouble du spectre de l'autisme, et puis après, tout ce qui va être déficience intellectuelle ou trouble du développement intellectuel, comme on dit maintenant. Après, c'est pas parce qu'on a un trouble du neurodéveloppement qu'on va avoir un refus scolaire anxieux. Ouf. D'accord ? Et c'est pas un TND, un trouble du neurodéveloppement, qui va amener un refus scolaire anxieux. Par contre, alors j'ai pas les stats en tête, mais à mon avis, effectivement, on a un terrain un peu plus favorable parce que quand on sait qu'on a un TND, l'anxiété en fait est plus importante que dans la population générale. Donc ça, c'est un fait. Après, ce qu'il faut repérer, comme disait le docteur Benoît, en fait, c'est des fois, on a en consultation des enfants qui vont à l'école, mais qui ont mal au ventre la veille au soir. Le mois de juillet, il est génial. Le mois d'août, il commence à être compliqué. Quand le dimanche, il faut se mettre au devoir, là, ça devient difficile. Donc, en fait, tous ces signes-là, par contre, ça doit alerter. Ça veut dire que là, on va directement commencer une thérapie sur l'anxiété, et on va travailler sur le scolaire. C'est quoi l'école idéale pour toi ? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer ? Et puis voilà. Donc le but, c'est de faire de la prévention, travailler sur l'anxiété, parce qu'on se dit, ça pourrait effectivement, malheureusement, aller vers un refus scolaire anxieux. D'accord ? Alors si je peux apporter une réponse, l'école quand même a bien évolué, c'est-à-dire que dans la prise en charge des troubles 10, il y a de plus en plus d'enseignants formés. Il y a un outil qui s'appelle le PAP, un projet d'accueil personnalisé, qui permet de justement donner aux enseignants des pistes de travail pour que le jeune
ne soit pas handicapé par son trouble du développement. Pardon. C'est parfait. Alors, c'est bien sûr une question importante, le trouble du neurodéveloppement, mais je crois qu'on le voyait dans l'étude du docteur Benoît, et moi dans ma pratique, je rejoins plutôt ces chiffres-là. Ce n'est quand même pas la majorité des jeunes en phobie scolaire. C'était chiffré ici environ 1 jeune sur 10. Donc, je tiens juste à souligner, parce qu'on risquerait d'être piégé là-dedans, donc à la fois dans un monde idéal, il serait évidemment très intéressant que tous les jeunes qui sont en phobie scolaire, en tout cas si on a des signes d'appel, puissent bénéficier de bilans autour des troubles du neurodéveloppement, mais il ne faudrait pas non plus que des parents s'interdisent de déjà mettre en place des pistes dans un premier temps, même si c'est un dispositif imparfait. Parce que les temps d'attente, notamment dans les centres de référence, enfin en Belgique en tout cas c'est le cas, sont parfois tellement longs qu'on se retrouve parfois avec un jeune qui est sans solution pendant 6 mois, avant éventuellement qu'il y ait un testing dans un centre spécialisé troubles du neurodéveloppement, et qui conclut finalement à quelque chose de pas très probant autour de cette hypothèse diagnostique-là. Donc je pense que dans un contexte qui, à mon avis, doit être similaire tant en Belgique qu'en France, de pénurie des moyens d'accompagnement, l'urgence n'est pas forcément de mettre en place le dispositif idéal tel qu'on le souhaite tous, mais de déjà quand même mobiliser quelque chose avec les moyens du bord. Et donc là, effectivement, je rejoins ce que disait M. Combe, ça demande énormément de communication avec l'école, avec ses fragilités et ses forces, avec les parents aussi, dans ce qu'ils peuvent donner en termes d'énergie psychique pour aider aussi, avec le médecin de famille, avec le pédiatre. Mais ne tombons pas dans le piège d'attendre le rendez-vous magique dans un centre de référence ou chez un pédopsychiatre, parce qu'effectivement, il peut y avoir parfois des délais d'1 an avant d'avoir un pédopsychiatre, parce qu'en attendant, le temps est passé. Et quelque chose s'est installé et a érodé petit à petit la confiance en soi. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on peut mobiliser rapidement, garder des projets de vie dans le quotidien, comme vous l'évoquiez. Je dirais aussi garder une maison ouverte, parce qu'un phénomène que moi je vois beaucoup chez des jeunes qui sont en phobie scolaire et qui se replient à la maison, c'est que toute la maison s'endort, comme le château de la Belle au bois dormant. Et donc, il n'y a plus d'amis qui sont invités, la famille élargie n'est plus invitée, les parents se replient dans une sorte de bunker, pas parce qu'ils le décident, c'est une sorte de contamination par ce phénomène-là, avec un mélange de honte et de culpabilité. Donc, le réflexe qu'on doit essayer d'avoir, c'est justement d'ouvrir au maximum, de continuer à féconder notre vie familiale par l'extérieur. Invitons, si on en a encore l'énergie, faisons en sorte de se rapprocher du monde associatif de notre quartier, faisons les réunions dans notre maison quand c'est possible, même si le jeune est enfermé jour et nuit dans sa chambre, qu'il entende au loin la musique, les rires, les bruits, les voix de quelque chose de l'extérieur. Alors je ne dis pas que c'est toujours facile, parce qu'il y a l'épuisement aussi psychique des proches dans ce type de situation. Mais quand on a encore cette énergie-là, il faut garder la maison ouverte. Alors, juste sur la formation. Ça va venir. Non, attendez, ils sont derrière. Il faut leur donner le numéro, c'est tout. C'est bon. Sur la formation des enseignants, quand même, là c'est la casquette pro. En fait, très peu d'enseignants connaissent non seulement PAP, PAI, tout ça. Moi, j'ai tout découvert avec la phobie scolaire de mon fils, honnêtement. Et autre chose, alors je suis un vieux prof, mais si, je vous confirme. Je n'ai jamais eu aucune formation sur tout cela. C'est-à-dire que par la suite, il n'y a que 5 ans, on va dire, où j'ai pu avoir ma première formation sur les besoins particuliers des élèves. Et aujourd'hui, les jeunes enseignants ont à peu près dans leur parcours une demi-journée de formation. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est une réalité aussi de terrain.
Et moi, je suis partie, la première fois où j'ai rencontré la phobie scolaire, c'était avec une élève dans ma classe. Je ne savais pas ce qui lui arrivait. Elle a disparu du jour au lendemain. Et en conseil de classe, c'était, toutes les façons, c'est un divorce. Ses parents étaient en train de divorcer. C'était un divorce très conflictuel. Donc, obligatoirement, c'était la faute des parents. Donc, moi, quand ça m'est arrivé, j'ai obligé mon mari à venir avec moi, rencontrer les professeurs, la direction et le psychologue et la pédopsychiatre pour être sûr de ne pas rentrer justement dans ce préjugé-là, parce que je savais qu'il était tenace, malgré tout. Ouais, en fait, quand on dit que parfois... Alors, dans le corps enseignant, il y a des gens, ils sont magiques. Ils vous font des choses, c'est magique. Et puis, parfois, il y en a qui sont plus réticents, mais la plupart du temps, c'est vraiment par méconnaissance, en fait, des troubles de ce que peut vivre l'enfant à un instant de sa scolarité. Et pour avoir fait un peu de recherche avant, j'ai fait aussi de l'enseignement. Et donc, j'enseignais à l'UFM. Et grosso modo, les Master 2 avaient, à l'époque, alors, c'est pas hier, c'était il y a une quinzaine d'années, je leur donnais 2 heures de cours sur tous les TND. En Master 2. Mais les années précédentes, ils n'avaient rien sur les TND. Donc, je vous laisse imaginer, quand ils ne savent pas de quoi on parle, en fait, ça peut se comprendre. Donc, il faut faire aussi preuve de pédagogie et leur expliquer, nous, en tant que professionnels ou sachants, qu'est-ce qu'un TND, qu'est-ce que l'anxiété, qu'est-ce que le refus scolaire anxieux. Alors, comme on a complètement dévissé dans le temps et les questions, vous avez pu le remarquer, mais comme c'est très intéressant, par contre, on va convenir d'un truc. C'est-à-dire que là, on a encore une question, plus la baguette magique. Ah, vous ne connaissez pas la baguette magique? Moi, ce que je propose, c'est que on fait la question 4, réalité ou utopie, et la baguette magique, vous auriez juste 2 minutes chacune, pour donner sa baguette magique. D'accord? Ils ont statué.